Bonsoir à tous. Bachar el-Assad se retrouve dos au mur. Pourquoi n'abandonne-t-il pas? Jusqu'où peut-il aller pour se maintenir au pouvoir? Peut-il être tenté notamment d'utiliser d'une façon ou d'une autre les armes chimiques ou biologiques qu'il possède? Que peut faire la France? Que peut faire l'ONU? Qui se cache derrière les rebelles de l'armée libre syrienne? D'où viennent les armes? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Syrie, la menace de l'arme chimique ». Alors pour répondre à vos questions SMS et Internet, nous accueillons Randa Kassis, bonsoir. Vous êtes opposante syrienne, exilée à Paris. Vous êtes membre du Conseil national syrien et on peut vous lire sur votre site Internet randakassis.com. Nous accueillons également Antoine Sfer, vous êtes directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient. Vous présidez le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient et vous avez publié le Dictionnaire du Moyen-Orient chez Bayard. Également présent autour de cette table, Jean-Marie Kemener, vous êtes journaliste spécialiste du Proche-Orient, rédacteur en chef à iTélévision et on peut citer votre ouvrage Dr Bachad, Mister Assad, qui est publié chez Encre d'Orient. Et puis enfin, Pierre Servant, expert en stratégie militaire, vous enseignez à l'école de guerre à Paris, vous êtes colonel de réserve de l'armée de terre et votre dernier ouvrage s'intitule Le complexe de l'autruche pour en finir avec les défaites françaises. Il est publié aux éditions Perrin. Justement, Pierre Servant, vous l'expert militaire, aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères syrien dit aucune arme chimique ou biologique ne sera utilisée contre le peuple syrien. Il sera utilisé uniquement, en cas peut-être d'agression extérieure. C'est quoi? De quoi s'agit-il? On parle de quoi? Ce sont quoi ces armes chimiques ou biologiques? Il est écrit dans le communiqué. Alors écoutez, la Syrie depuis longtemps s'est dotée de stocks d'armes, notamment chimiques. Là, l'annonce qui est faite, c'est un avertissement à la communauté internationale. Ne mettez pas un pied militaire chez nous, sinon on utilisera cette arme. D'un autre côté, ça confirme quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises, c'est-à-dire que je ne crois pas à l'utilisation par le gouvernement syrien actuel de l'arme chimique dans les combats qui ont lieu aujourd'hui, parce que cette arme est une arme très difficile d'emploi et qu'elle ne peut pas être utilisée dans des sites urbains quand vous avez une imbrication des forces, parce que vous avez de fortes chances de gazer vos propres troupes. C'est le premier problème. Le second, il est évident que le régime de Damas, devenant un État, je dirais, génocidaire en tuant une partie de sa population par l'arme chimique, perdrait, alors à mon avis, immédiatement dans la foulée, deux soutiens essentiels, celui de la Russie et de la Chine. Donc très clairement, ça veut dire que ce pays n'utilisera pas l'arme dans les combats qui ont lieu à l'heure actuelle, mais qu'il le garde comme ultime arme de rétorsion si on les menaçait. En tout cas, ça pose un problème, ça pose le problème du devenir de ces stocks d'armes qui ont déjà bougé. Les services de renseignement, notamment les Américains, savent que ces armements ont bougé. Et donc la question, c'est bouger pour aller où? Est-ce que c'est pour aller dans ce qui pourrait être le réduit à la huit entre Latakia et Tartous si le clan Bachar el-Assad se replie là? Est-ce que cet armement pourrait migrer plus loin? Les Israéliens ont très peur d'une migration vers le Hezbollah. Donc en tout cas, c'est une vraie question. Et on retrouve finalement une problématique qui avait provoqué la guerre d'Irak, alors qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Mais là, il y a une réalité de ces armes de destruction massive en Syrie. Voilà, Antoine Sfer, elles y sont. Ce sont des armes de dissuasion, ça? Des armes chimiques ou biologiques? Il est écrit dans le communiqué. Tout à fait. C'est le communiqué officiel du ministère syrien des Affaires étrangères. Est-ce que vraiment il y a une menace d'intervention extérieure? Tant que la Russie et la Chine opposent leur veto, il n'y aura pas de menace. Même la Ligue arabe s'en méfie et prend ses distances vis-à-vis d'une intervention extérieure occidentale. Donc ce sont vraiment des armes de dissuasion pour le moment. Et je rejoins Pierre Servant quand il dit que le problème, c'est qu'elles existent. Elles existent, elles sont là. Donc toute intervention extérieure mettrait en danger, bien entendu, à la fois le peuple syrien, mais également l'environnement régional. N'oublions pas que nous parlons d'une région qui est une peau de chagrin. On ne peut pas oublier que Beyrouth-Damas, c'est 90 km. 90 quand même. Bon, allez, 80. Damas-Konaïtra, c'est 45 km. Donc on est vraiment dans une peau de chagrin. Et utiliser ces armes... Mais pourquoi il le rappelle aujourd'hui qu'il en a? C'est justement... Parce que tout d'abord, la presse en a fait état depuis un certain temps, surtout quand on les a déplacés.
au moment où on pensait que c'était cela, qu'il y a eu des fuites dans la presse américaine essentiellement de déplacement de ces stocks d'armes chimiques ou biologiques, et que précisément ils ont voulu dire exactement ce qu'il en était. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui semble inquiéter Washington. Hein. Oui, ça... Peut-être plus que l'évolution de la situation en Syrie. Ils ont dit qu'ils tenaient Damas pour responsable de la sécurité de ces armes et de où est-ce qu'elles allaient tomber, dans quelles mains. Oui, eh ben, c'est pas gagné alors, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut analyser ça comme c'est le ministre des Affaires étrangères de la Défense syrienne qui dit, c'est retenez-moi ou je fais un malheur aussi. Je veux dire, le message, il est clair. Oui, on vous confirme, on les a. Maintenant, en quelle quantité, quel type d'armes exactement, quel type de dispersion, quelle balistique pour amener ça. C'est déjà un premier problème. Et puis l'autre chose, on l'a très bien dit, c'est que se servir, on a parlé de la bataille de Damas. Servez-vous dans la banlieue de Damas de ces armes-là, pour peu que le vent souffle dans le mauvais sens, vous étouffez Beyrouth. Randa Kassis, vous êtes d'accord? Ça prouve que le pouvoir est aux abois pour agiter la menace comme ça de ces armes chimiques? Je ne crois pas qu'il va, de toute façon, qu'il va utiliser ces armes chimiques contre son peuple. Ça, c'est d'abord, je suis tout à fait d'accord avec messieurs. Comme il a dit M. Pierre Servan, de toute façon, ça peut quand même affecter même leurs propres troupes. Ils n'ont pas besoin, de toute façon, de les utiliser. Vraiment, ils n'ont pas besoin. C'est une autre bataille, c'est un autre genre de bataille. Aujourd'hui, l'armée régulière a repris Damas, mais elle a perdu, en même temps, elle a perdu Alep, ou on peut dire une partie d'Alep, ce qui veut dire, oui, surtout oui, la banlieue d'Alep, ce qui veut dire qu'ils ont quand même une tactique. Il y a plusieurs scénarios. Est-ce qu'Assad vraiment, est-ce qu'il va utiliser la dernière carte pour se replier dans son fief, c'est-à-dire la partition de la Syrie? Ça m'étonne, mais là quand même, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut que nous arrivons à convaincre. Et je crois que la communauté alaouite ne soutient pas Assad jusqu'au bout, surtout les généraux, les vieux généraux de la vieille garde. Alors justement, vous avez utilisé quand même un mot, c'est aux abois. Je crois comprendre le désir pour des réalités aujourd'hui. Regardez un peu la carte de la Syrie. Les villes sont tombées les unes après les autres aux mains des insurgés, puis du régime qui les a repris. Il faut réellement se rendre compte qu'on n'a pas encore eu la 3e et la 4e division blindée. La 3e division blindée de Maher al-Assad, le frère du président, vient d'entrer en jeu à Damas précisément, reprise en 24 heures. Elle se dirigerait à partir de ce matin, semble-t-il, vers Alep. Les massacres ne sont pas finis. Et pour la première fois, le pouvoir est encore fort et soutenu par une bonne partie de la population. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas là pour certainement pas défendre le régime, mais certainement pas non plus pour prendre nos désirs pour des réalités. Il ne faut quand même pas oublier une chose. Pour la première fois seulement, j'avais envie de dire, cette guerre civile prend enfin son nom et les hélicoptères ont été obligés, depuis quelques jours seulement, d'apparaître dans le ciel de Syrie. Donc, si les hélicoptères, autrement dit, la force de frappe et des forces spéciales et dans l'armée régulière, on ne les a pas encore vus. Et c'est ça ce qui fait craindre la suite. Alors, comme vous le dites, Antoine Sfer, Bachar el-Assad n'est pas tombé, il est encore là, bien vivant. Il vient d'ailleurs aujourd'hui de dire non à l'offre de la Ligue arabe qui a invité le leader syrien à renoncer au pouvoir en échange d'une sortie sûre et honorable pour lui et sa famille. Au contraire, Bachar el-Assad se veut même menaçant, on l'a dit. Il a expliqué aujourd'hui qu'il pourrait tenter d'utiliser ses armes chimiques en cas d'agression extérieure. Le point avec Sophie Pagès. Ils posent devant leur prise de guerre, un poste de contrôle à la frontière turque. Ces rebelles syriens l'ont conquis ce matin, contraignant les soldats de l'armée à la fuite. Les jeunes rebelles ont mené l'attaque. C'était très tôt ce matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'à ce que les soldats fuient le poste frontière. Ces derniers jours, rebelles et armées régulières ont intensifié leurs combats. Deux villes concentrent leur attention. Damas, la capitale, et Alep, le centre économique du pays. Un nouveau front où les chars et les bombardements du gouvernement syrien répondent aux offensives des insurgés.
Dans les faubourgs de la ville, les deux camps s'affrontent à l'arme lourde. Pour les chefs de l'armée syrienne libre, la bataille pour la libération d'Alep, l'une des plus anciennes cités habitées au monde, est lancée. L'armée syrienne libre a réussi jusqu'à présent à libérer la plupart des quartiers nord d'Alep et la route vers la libération totale d'Alep est désormais tracée. Nous appelons les honorables soldats du régime et forces de sécurité qui n'ont pas encore eu la possibilité de faire défection et ceux dont les mains ne sont pas tachées du sang des innocents, nous vous disons, nous sommes avec vous, rejoignez-nous ou restez neutres pour éviter que plus de sang ne soit versé, votre maison, vos biens seront en sécurité. Dos au mur, le régime syrien ne paraît pourtant pas baisser la garde. Hier, c'est sous les caméras de la télévision d'État que Bachar el-Assad recevait le nouveau chef d'état-major de l'armée. Comme un message de fermeté, envoyé 5 jours après l'attentat qui a décapité l'appareil sécuritaire du régime. Réunis hier soir au Qatar, les pays de la Ligue arabe ont pourtant pressé Bachar el-Assad de renoncer rapidement au pouvoir. Une option que le régime a ce matin vigoureusement repoussée. Nous sommes désolés que la Ligue arabe se soit abaissée à ce niveau envers un pays membre de cette institution. Elle devrait plutôt aider la Syrie à faire face à cette situation. À ceux qui voudraient le voir quitter le pays, le régime syrien va même jusqu'à brandir la menace des armes chimiques. Ces différentes armes sont stockées et sécurisées sous la supervision des forces armées et ne seront utilisées que dans le cas où la Syrie ferait face à une agression. Si le président ne semble pas disposé à partir de son plein gré, les Européens espèrent pouvoir le contraindre à le faire. Ce matin à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'Union ont ainsi décidé de renforcer leurs sanctions contre la Syrie. Aujourd'hui, nous faisons ce qui est en notre pouvoir. Nous renforçons nos sanctions, notamment contre 27 personnalités inscrites sur la liste de surveillance des droits de l'homme qui se sont rendus coupables d'actes de torture. D'autre part, la compagnie aérienne syrienne ne pourra dorénavant ni décoller ni se poser sur le sol européen. Voilà ce que l'on peut faire de concret aujourd'hui, sans compter, bien entendu, la solidarité européenne à l'égard des populations syriennes. Nous insistons beaucoup pour que l'Union européenne prenne ces deux décisions, renforcement des sanctions et aide humanitaire, parce que l'Union européenne doit se manifester. Elle a commencé de le faire, mais il faut qu'elle le fasse plus fortement. À Damas, l'armée affirme avoir pris le dessus sur les combattants rebelles et exhibe des prisonniers jusqu'à la prochaine offensive. La guerre est aussi celle de la communication dans ce pays où depuis le début des violences, il y a 16 mois, plus de 19 000 personnes ont perdu la vie. Alors, question Internet, où se trouve actuellement Bachar el-Assad? À Damas ou à Latakia? Latakia, c'est son fief, là d'où est originaire sa famille, son clan. Voilà, enfin, c'est le clan des Alaouites. Bon. Est-ce que la population des Alaouites. Non, mais pour qu'on comprenne, la population syrienne, est-ce qu'elle est derrière Bachar el-Assad ou est-ce que ce sont uniquement les Alaouites, c'est-à-dire son clan, qui représentent, je crois, 10% des Syriens qui soutiennent Bachar el-Assad? 12% des Syriens. Alors oui, il y a une partie de la population, on va dire, ils sont à peu près 25% qui sont derrière Bachar el-Assad. Mais il y a aussi la masse silencieuse qui fait quand même, pour moi, elle fait la majorité de cette population. Alors, cette masse ne soutient pas vraiment Bachar el-Assad, mais comme elle garde le silence par crainte, par peur, surtout qu'aujourd'hui, c'est-à-dire surtout en ce moment, on voit pas mal des milices qui sont des djihadistes islamistes qui ont infiltré la Syrie par plusieurs pays. On l'a vu d'ailleurs, la vidéo de Bab el-Hawa, il y avait des Libyens qui ont déclaré un émirat islamique à cette région-là. Oui, il y a vraiment une peur, une vraie crainte, même chez les opposants. Il y a plusieurs opposants qui me parlent, mais ils me disent nous ne pouvons pas parler. Si nous parlerons, nous serons de toute façon décapités. C'est toujours la peur de ces islamistes-là de parler sur... C'est tout à fait vrai, mais il y a
Aujourd'hui, si on fait un calcul, juste 12% d'Alaouites et 12% de chrétiens, ou 13%. Ça fait déjà 25%. Et les Kurdes et les Druzes, ça fait, les Kurdes et les Druzes, ça fait à peu près 20%. Ça fait déjà 45%. Tout à fait. Sans parler de toute la bourgeoisie sunnite qui a fait sa fortune. Tout à fait. Qui a fait sa fortune avec ce régime. On est déjà à près de 60%. Donc, je crois qu'il faut faire attention avec les chiffres, qui soutient, qui ne soutient pas. Il y a un moment où le pays a plongé dans la guerre civile. Et ça c'est beaucoup plus important que qui soutient. N'oublions pas la guerre civile au Liban. Il y avait 1% de la population, pas plus, qui détenait en otage 99% de la population. Randa Kassis, tout à l'heure vous parliez d'une possible partition de l'attaqué. Or, ces derniers jours, on dit que Bachar el-Assad était à l'attaquer. Pourquoi? Il prépare sa base arrière? Peut-être, oui. Je crois que ça sera de toute façon sa dernière carte à jouer si vraiment il n'a pas envie de quitter la Syrie. La question maintenant, comment faire, comment travailler avec les Alaouites même, avec les généraux qui ont de poids, qui pèsent quand même dans leur communauté et qui peuvent influencer cette communauté alaouite. Aujourd'hui, avec les Alaouites, les Alaouites ne voient qu'une seule chose. Ils voient une guerre déclarée contre eux. C'est ça ce qu'ils voient. Point à la ligne. Bien sûr, il y a plusieurs Alaouites qui sont anti-Bachar el-Assad, même anti-Assad. Je suis en contact avec eux tous les jours. Mais le problème, c'est la communauté même. Cette personne simple qui ne connaît rien, qui a toujours appris que les sunnites vont le liquider, l'effacer de la surface. Aujourd'hui, il est convaincu à 100% que c'est pas une révolte ou une révolution pour avoir la liberté, c'est plutôt une guerre contre eux. C'est ça ce qu'ils sont convaincus. Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler avec ces personnes-là qui pèsent dans leur communauté pour leur dire, pour influencer. Et je sais très bien qu'ils veulent et ils sont aussi prêts à travailler. Jean-Marie Kemener, c'est vrai, donc toute cette population alaouite qui représente 10 à 12%, elle soutient Bachar el-Assad parce qu'elle se dit sinon on va se faire zigouiller? Non, c'est-à-dire que la grille de lecture, là, elle est un peu simple, un peu. Alors expliquez-nous. Voir simpliste, Antoine l'a effleuré tout à l'heure, c'est exactement ça. Il parlait de la bourgeoisie sunnite. Entre parenthèses, la femme de Bachar el-Assad est issue en droite ligne de cette bourgeoisie sunnite de Homs, par exemple. C'est la fracture la plus simple et la plus compréhensible, je crois, qu'on peut trouver en Syrie, et ça a été très vrai, notamment sur les événements de Damas, où quelques quartiers populaires se sont soulevés d'eux-mêmes, c'est la fracture de l'argent. Parce qu'en ce moment, à Damas, par exemple, le prix du gaz est très très cher. Il y a des coupures d'électricité 3 fois par jour. Alors, selon que vous êtes plus ou moins riche, vous pouvez vous payer, l'immeuble peut se payer un petit générateur. Vous souffrez moins. Si vous souffrez moins, vous êtes... alors, pour le coup, c'est à mon tour d'être totalement simpliste. Vous souffrez moins, vous êtes... Pour le régime. Pour le régime. Plus vous souffrez, vous êtes contre le régime. L'aspiration naturelle d'un peuple à avoir le mieux. Vous en voulez à votre gouvernant, donc vous êtes contre lui. Dans une situation de crise, ça se transforme en révolution assez facilement. On cherche à savoir qui sont ceux qui vivent bien sous le régime de Bachar el-Assad. Voilà. Bien entendu, tous les fonctionnaires. Bon. Déjà, parce que les fonctionnaires, normalement, et surtout les hauts fonctionnaires, sont bien payés, sont bien traités, parce qu'ils sont à la fois pour le régime, mais également du parti Baas. Le parti Baas, c'est tout ce qu'il y a comme relais jusqu'aux plus petits professeurs dans les villages de Syrie. Il y en a beaucoup quand même. C'est le relais du pouvoir et ils existent toujours. Il y a également ceux qui vivent bien, c'est cette bourgeoisie sunnite auquel Randa Kassis faisait allusion, et qui est importante parce que c'est une vraie classe moyenne qui, depuis 40 ans, donc depuis le père Assad, s'est bâti, a été érigé dans le pays. Maintenant, il y a aussi n'oublions pas quand même cette partie que vous appelez le pays alaouite, la montagne alaouite, où il y a des alaouites et des chrétiens aussi. Et il y en a beaucoup. D'accord. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, quelle est sa légitimité à Bachar el-Assad pour rester au pouvoir avec tout ce sang sur ses mains? Alors, attendez, à ce moment-là, nous sommes alliés à l'Arabie Saoudite, où on coupe les mains, où on lapide la femme, au Qatar, notre cher ami qui a sauvé le PSG, où on coupe les mains. Il y a eu, il y a eu 17 000 morts depuis le début. Vous avez raison, mais l'histoire de l'Orient
est un long chapelet de massacres. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte de cela? La guerre civile au Liban a fait 300 000 morts, 150 000 handicapés, 1 million de déplacés. Donc c'est la vie ordinaire de cette région, Randa Kassis? Non, vous êtes d'accord? pas du tout. Il n'a aucune légitimité aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Même moi, je peux le. À aucun chef d'État. Non, mais nous pourrons trouver de toute façon une alternative. Ce n'est pas en acceptant Bachar el-Assad que la Syrie pourrait quand même avoir une sécurité. Voilà, c'est ça. Il faut travailler sur ça, il faut passer par là. Malheureusement, oui, il y a une période de transition sanguinaire. Malheureusement, nous devons passer par cette période-là. Pierre Servan, peut-on imaginer qu'à ce stade des événements, au fond, Bachar el-Assad reste par lâcheté parce qu'il a peur de son propre sort et qu'il veut conserver le pouvoir coûte que coûte par peur? Par peur et puis par conviction qu'il a raison, qu'il est confronté à des ennemis soutenus par l'étranger. Je pense qu'il a une capacité certainement à s'auto-convaincre. Et puis il y a la psychologie alaouite, que je connais moins bien que nos trois autres intervenants, mais qui est quand même marquée par le fait que les alaouites ont été durement frappés, attaqués à l'époque de la Sublime Porte, à l'époque de l'Empire ottoman. Et donc c'est construit une mentalité un peu d'assiégé. Et d'ailleurs la façon dont le pouvoir à Damas s'est constitué sous les alaouites est une construction de survivants, qui a cherché par les services secrets à surveiller, à s'appuyer sur d'autres minorités pour pouvoir se protéger eux-mêmes. Donc il a cette construction mentale. Et quand vous avez cette construction mentale et un appareil militaire qui reste quand même très puissant, eh bien vous vous dites, mais et plus le soutien de la Russie, vous êtes dans une posture où, certes, vous commencez à recevoir des coups, parce que ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que je pense que, malheureusement, la domination militaire reste pour Damas, mais l'avantage psychologique est passé à l'insurrection. Donc ça, c'est une rupture très forte, notamment provoquée par l'attaque du 18 juillet, donc alors on dit que ça a décapité l'appareil sécuritaire, ça a touché des proches. Ça n'a pas décapité parce qu'il y a une capacité malheureusement à faire monter des seconds derrière qui ont pris la suite, mais ça a quand même montré que le pouvoir était vulnérable au cœur du dispositif. Donc ça c'est important et je pense que véritablement il y a quand même une bascule de ce point de vue-là. Mais il a encore des cartes en main et même s'il est psychorigide, il n'est pas fou et il continue à les jouer et tant qu'il n'est pas acculé, il continuera à les jouer. Et sur le plan diplomatique, la difficulté qu'a la communauté internationale à se mettre d'accord sur des résolutions, l'échec malheureusement du plan Kofi Annan, le départ prochain des observateurs, pour lui, il joue avec le temps et il pense que le temps est pour lui. Moi, je pense on en discutait tout à l'heure au Macaire en disant c'est le début de la fin pour lui. Le problème, c'est que cette fin, ça peut prendre pas mal de temps. Je pense qu'elle est quand même engrangée. Mais d'ici là, lui, dans sa psychologie, il tient encore des rênes, il a encore une puissance militaire, il n'a pas encore donné toute la puissance militaire qu'il a, et il n'est pas prêt de lâcher le morceau. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un des proches de Bachar el-Assad se retourne contre son maître, lui tire dessus et prenne le pouvoir? C'est une possibilité, c'est certain. Donc il ne partira que les pieds devant. Ça, c'est certain. Donc, il prend le pouvoir à l'intérieur de la communauté alaouite. Oui, c'est possible. Il y a aussi l'aspect régional. Il ne faut pas l'oublier. Les alaouites, vous l'avez précisé, sont une dissidence du chiisme, d'où leur alliance quasi sanguinaire, consanguine avec l'Iran, Mais en même temps, il y a aussi aujourd'hui la guerre entre sunnites et chiites. Il y a cette guerre c'est pour ça que les Séoudiens et les Qataris livrent les armes à travers la Turquie, mais c'est également pour que la Turquie puisse jouer son rôle du retour de l'Empire ottoman dans le Moyen-Orient. Sauf que c'était sans compter avec l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui veut jouer un rôle dans le monde arabe, mais un rôle qui ne soit pas uniquement laïque comme du temps de Nasser, mais également sunnite, avec l'université d'Al-Azhar qui est, pardonnez-moi cette comparaison osée, un peu le Vatican de l'islam. Et enfin, deuxième niveau qui se joue également aujourd'hui en Syrie, l'enjeu syrien. Depuis notre naissance, on nous répète cet adage. On ne fait pas la guerre au Proche-Orient sans l'Égypte, on ne fait pas la paix au Proche-Orient sans la Syrie. Et ça a toujours existé. Et puis on a oublié un peu l'histoire. J'allais dire, même du temps de Pharaon. Pour que Pharaon soit réellement reconnu comme Pharaon, la bataille se faisait à Kadesh contre les Hittites en Syrie. La Syrie est un nœud stratégique aujourd'hui. Et bien entendu, l'Iran
ne peut pas lâcher la Syrie. Les Américains, en faisant sauter le verrou irakien, ont fait de l'Iran une puissance méditerranéenne. Autrement dit, Téhéran, Bagdad, Damas et le Hezbollah tirent. Bien entendu, je termine juste, si vous me permettez. Et enfin, le troisième niveau, c'est la Russie, qui est en train d'utiliser sa double diplomatie, la diplomatie russe et la diplomatie orthodoxe. Il ne faut jamais l'oublier. Cette diplomatie orthodoxe, la Russie, Poutine, avant-hier, s'est posé comme défenseur des chrétiens d'Orient. C'est quand même fabuleux. Alors, faisons le scénario inverse. Imaginons qu'il reste. Oui. Il peut, il va. Ce serait quoi le scénario? D'abord, ça peut s'imaginer. Contrairement à ce qu'on dit, ça peut vraiment s'imaginer. Il faut revenir un peu en arrière dans la discussion. Bachar el-Assad, dans sa psychologie... D'abord, la psychologie d'un dictateur, c'est un peu compliqué. Enfin, s'il y a un truc de sûr, c'est qu'un dictateur ne se voit pas comme un dictateur. C'est parce que le jour où il se verra comme un dictateur, il deviendra démocrate, puisqu'il aura compris qu'il y a une certaine demande de l'autre côté. D'accord? Donc un dictateur, pour parler clairement, c'est un cinglé. Bon, une fois qu'on a compris ça, Bachar, lui, se voit à la fois comme le bouclier et le glaive de la Syrie. Dans sa tête, il incarne la Syrie. Il en est le protecteur, l'héritier. On a parlé du parti Baas, c'est un parti, on va faire vite, à la soviétique, unique, égalitaire, pan-arabe, laïque, limite tâté, réellement. Donc, il est l'héritier de tout ça, il est l'héritier de la Syrie par son père. Héritier par défaut, son grand frère devait prendre le pouvoir. Son grand frère meurt dans un accident de voiture. Lui, il est à Londres. Il revient avec madame et le voilà 6 ans plus tard. Sans madame, d'abord. Elle le rejoint. Asma. Elle a eu la gentillesse de le rejoindre. Donc, et il prend le pouvoir. Et il a sur ses épaules, qui sont, on imagine à l'époque, un peu fragiles quand même, il a sur ses épaules le poids des tribus, des clans, de la confession de la région alawite. Ça, c'est pour lui personnellement. Mais pour la Syrie, le poids d'une Syrie qui occupe à l'époque encore le Liban, qui a le Golan occupé, et tout ça, il l'a pris, et à force de... C'est une torture énorme. Psychologiquement, c'est assez dur à supporter. Ces événements-là, quand il vous dit « je combats les terroristes », mais je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il le croit. Je suis absolument persuadé qu'il en est convaincu. Randa Kassis? Je ne crois pas du tout, parce que d'abord, les premiers mois des contestations, quand ils étaient pacifiques, il nous a répété plusieurs fois que voilà, nous combattons les salafistes qui sont à l'intérieur de la Syrie, et qui n'était pas vrai. C'est lui qui a libéré les salafistes des prisons, c'est lui qui a libéré les criminels de toutes les prisons. Non, il a cherché, lui plutôt, il crée son scénario et il va pour le réaliser. C'est ça, Bachar el-Assad. Je ne crois pas que vraiment il est très convaincu. Sa personne, il faut voir aussi toute la famille Assad. Toute la famille, de toute façon, n'ont pas le sens vraiment, le sens humain. Il faut voir sa cousine, ses cousins, comment ils traitent les personnes. Je crois que cette famille, elle est à la base une famille criminelle. Alors, je ne crois pas que... Pour lui, c'est un protecteur qui protège. D'ailleurs, il a supprimé les subventions sur toute la communauté alawite. Il a méprisé sa communauté alawite quand il est arrivé. Alors non, ce n'est pas une personne qui voulait défendre sa communauté. C'est une personne, tout simplement, oui, il voit la Syrie par lui-même. Pour lui, être nationaliste, c'est d'avoir Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. C'est comme ça sa vision, elle est très étroite. Alors, nos reporters se sont rendus dans un hôpital militaire à Tripoli, c'est au nord du Liban, et dans cet hôpital militaire, ils ont rencontré d'anciens soldats de l'armée syrienne qui ont choisi de faire défection. Et ces déserteurs racontent comment l'armée syrienne est dirigée exclusivement par et pour les Alaouites, donc la communauté de Bachar el-Assad, si bien, disent-ils, que cette armée leur donne aujourd'hui l'impression d'être au service d'un clan et non pas d'un pays, la Syrie. Reportage donc dans cet hôpital militaire au Liban de Laurent Hirsch et Mathieu Vibaud avec Stéphanie Gillon. Tripoli, au nord du Liban, la deuxième ville du pays. Dans les faubourgs poussiéreux, un immeuble abrite depuis peu un hôpital de fortune réservé aux déserteurs de l'armée régulière syrienne. Pour la sécurité de ses occupants, le lieu doit rester secret. C'est le docteur Mohand qui dirige cet établissement un peu particulier. Voici l'endroit où vivent les réfugiés syriens. Dans l'hôpital, une trentaine de blessés, rien que des hommes, souvent grièvement atteints. La plupart viennent de la région de Homs, comme Brahim, 22 ans.
Ce jeune soldat a déserté l'armée il y a 3 semaines, suite à un acte de mutinerie. Voici l'état de ma jambe. C'est à cause d'une manifestation où il y avait des femmes et des enfants. Mon lieutenant m'a demandé de leur tirer dessus et j'ai refusé. Alors il a tiré sur mon genou qui a explosé. Je suis tombé par terre et il a interdit aux autres soldats de venir me porter secours. Finalement, ce sont les forces syriennes libres qui l'ont recueilli. Lui, simple soldat sunnite, dénonce la mainmise des Alaouites au sein de l'armée régulière. Les Alaouites ont les meilleurs salaires. Ils ont le droit à plus de vacances. On leur facilite toutes sortes de démarches administratives. Alors que pour nous, les sunnites, ça prend à chaque fois plusieurs jours. Et puis la plupart des colonels et des lieutenants sont des Alaouites, alors que les sunnites sont presque tous des soldats de base. Dans la pièce d'à côté, un infirmier soigne les plaies d'un blessé. Il y a 11 mois, lui aussi a décidé de fuir l'hôpital militaire dans lequel il travaillait après un épisode particulièrement violent. Je me souviens, en septembre dernier, un soldat rebelle est arrivé blessé dans mon hôpital. Les médecins et les infirmières, plutôt que de le soigner, l'ont tué. Ils lui ont coupé la tête. Les non-gradés ne sont pas les seuls à déserter. Cet homme, par exemple, était lieutenant dans l'armée de l'air. Par peur de représailles contre ses proches toujours en Syrie, il préfère rester anonyme. Moi, j'étais pilote dans l'aviation. J'ai déserté à cause de la répression continue. À la base, l'armée syrienne a pour mission de défendre le territoire syrien et l'honneur de ses citoyens. Mais tout ça s'est transformé en un pur instrument politique pour défendre le personnage de Bachar el-Assad. Maintenant, l'armée détruit la Syrie et elle humilie les Syriens. Impossible de connaître le nombre total de déserteurs en Syrie. Une chose est sûre, le mouvement touche tous les niveaux hiérarchiques, y compris les plus élevés. Depuis le début de la guerre civile, 25 généraux syriens ont fui le pays. Alors, précisément, question Internet. Combien de généraux composent encore le haut commandement de l'armée syrienne? Alors, il y a le haut comité militaire qui regroupe 8 généraux à la 8. Et on devient général à la 8 sur 8. 8 sur 8. Ils sont tous à la 8. Le haut comité militaire, oui, bien entendu. Le haut comité militaire se réunit formellement. Donc il n'y a pas de... on n'annonce pas ces réunions, on n'annonce pas ces... Il y a à côté de cela le parti Baas et donc aussi le comité exécutif du parti Baas qui regroupe pour le moment encore des Alaouites. Mais Antoine Sfer, sur les militaires, on nous annonce la défection de 24 généraux. Donc on peut se demander combien il en reste. Ah, il y a pléthore. Il y a plusieurs centaines de généraux. Tout le monde est... Ah, c'est l'armée un peu mexicaine. Oui, vous avez toujours l'armée syrienne. Voilà, oui, donc non, vous avez plusieurs centaines de généraux, donc ça reste important quand même d'avoir 25 généraux qui désertent. Néanmoins, l'encadrement de haut niveau et intermédiaire reste quand même en place. Et dans le rapport de force, on estime que du côté de Damas, il y a quand même 300 000 hommes qui font partie de l'appareil sécuritaire, à la fois l'armée, les différents miliciens, donc c'est une force assez importante. Et du côté de l'armée syrienne libre, on serait plutôt entre 20 et 40 000 hommes. Donc vous voyez déjà en termes de force humaine, il y a un rapport de force qui est déséquilibré. Et surtout en termes d'armement, là il n'y a pas photo, puisque vous avez une armée loyale, entre guillemets, qui est... pas mal équipés, hélicoptères, blindés, artillerie, alors que du côté de l'armée syrienne libre, on le voit dans les images, l'armement était celui qu'on a vu au début. C'est pas tout neuf, c'est la Kalachnikov, c'est du fusil de chasse, c'est du lance-roquette. Quelques journalistes occidentaux sur le terrain voient apparaître en ce moment des missiles anti-chars, ce qui est important. Et il faut savoir qu'à la frontière de la Turquie, entre la Turquie et la Syrie, c'est par là que passe l'armement. Visiblement, la CIA notamment contrôle cet afflux d'armement pour éviter qu'un armement trop important, notamment des missiles sol-air qui permettraient de détruire des hélicoptères, donc la CIA veille à ce que de l'armement trop important ne passe pas, parce que tout le monde s'interroge
peut-être trop rapidement sur l'après Bachar el-Assad, mais si Bachar el-Assad quitte le pouvoir ou est tué, ce qui me semble être quand même une hypothèse qu'on peut retenir, le problème après, c'est que l'on se dit ça va être le chaos, et s'il y a de l'armement chimique, de l'armement lourd qui se balade sur les djihadistes, les fameux djihadistes tchétchènes, yéménites, algériens, etc., etc., alors on parle de 500, 600 combattants. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été les premiers à faire des attentats dans Damas très ciblés, à la façon d'Al-Qaïda. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont allés... donc la CIA volontairement essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas... Donc elle soutient un peu Bachar el-Assad finalement. Non, c'est-à-dire que tout le monde pense à ce qui s'est passé après la Libye. Après la Libye, vous avez eu une fuite d'armement et de combattants vers le Mali. Le Mali est pollué, entre guillemets, en partie par de l'armement conventionnel qui est parti de Libye. Et là, tout le monde fait très attention à ce qu'il y ait à la fois un soutien à l'armée syrienne, à l'armée libre de Syrie, syrienne libre. Et d'ailleurs, ça a donné des résultats, puisqu'on voit quand même qu'elle progresse, qu'elle arrive à tenir les faubourgs. Elle ne peut pas tenir les grandes artères, parce que dans les grandes artères, quand vous avez des blindés, des hélicoptères, vous décimez tout ce qui se présente à l'horizon. Randa Kassis, c'est l'une des craintes. Ça, pour l'instant, il y a une coalition anti-Bachar el-Assad, mais si le tyran devait tomber, ensuite, ces coalitions qui sont des communautés différentes pourraient, entre elles, continuer le combat avec des armes qui arrivent massivement, on le dit aujourd'hui. Tout à fait, surtout qu'il y a des miliciens, voilà, ils sont à peu près 40 000 personnes, des civils armés, et nous parlons même pas des déserteurs de l'armée régulière. Les déserteurs de l'armée régulière, ce qu'on appelle les vrais ASL, ils sont en Turquie, ils sont à peu près 15 000 personnes, mais ils sont réfugiés en Turquie, ils ne peuvent, de toute façon, ils ne combattent pas à l'intérieur de la Syrie. Peu qui combattent à l'intérieur de la Syrie. Les rebelles sont des vrais civils qui sont armés, plus les djihadistes, plus bien sûr ceux qui sont financés par les frères musulmans, ceux qui sont financés par Qatar et l'Arabie Saoudite. Et on le voit clairement, le drapeau de Al-Qaïda sur certains, quand on voit les milices avec leur drapeau derrière, c'est le drapeau de Qaïda. Le Bab al-Hawa, c'était ce drapeau-là. Le drapeau d'Al-Qaïda. Oui, tout à fait. Oui, mais on le voit clair et net. Le pouvoir joue beaucoup là-dessus. Oui, tout à fait. Pour faire peur. Et les Russes, si vous regardez les déclarations de l'ambassadeur de Russie à Paris, Alexandre Orlov, il cite ça en disant, nous, ces gens-là, on s'est battus contre eux en Tchétchénie. Voilà. La Fédération de Russie, on a beaucoup de musulmans. On veut pas la déstabilisation de la Syrie parce qu'on va retrouver les mêmes groupes de combat. Donc c'est effectivement un paysage assez complexe. C'est-à-dire le régime. Ce qui est terrible, c'est qu'à chaque poste frontière ouvert, donc le long de la Turquie, Irak, Jordanie, c'est un appel d'air. Donc vous avez un appel d'air aux djihadistes qui rentrent. Il y a un combat, c'est un appel d'air. Ce qu'on a vu à ce ne sont pas des Syriens. La porte du vent, Bab el-Hawa, c'est a priori pas des Syriens. C'est l'international djihadiste qui se retrouve là. C'est le Babel habituel de ces messieurs. Un Français qui a été tué. Et cette communauté circule librement comme ça au gré des conflits. Donc si ça se trouve, ils étaient il y a 6 mois en Libye. Oui, et un peu avant en Afghanistan, et pour peu que vous ayez des Algériens, ils seront peut-être dans 6 mois au Mali. Attendez, un djihadiste, il circule comme ça librement Ce sont quand même des petits nombres, hein. C'est quand même on dit entre 400 et 600, 650 combattants, donc c'est pas des milliers. Mais ils circulent avec équipement comme ça d'un pays à l'autre. Non, ils peuvent s'équiper en arrivant ou en passant la frontière. La Syrie est un pays qui a énormément de frontières avec différents pays, et donc le Liban, la Jordanie, la Turquie. Donc les Palestiniens libanais passent toutes les nuits du côté de Malbec. Peut-être la Turquie, mais je crains très franchement que du côté du Akkar, là-haut au Liban, la frontière nord-Liban-Syrie. Et Beka. Et la Beka du côté de Malbec. Une autoroute à armes, ça l'a toujours été, et depuis Alexandre, je ne vois pas pourquoi maintenant ça changerait. Ça s'arrêterait. La Turquie contrôle quand même, un minimum. La Turquie là-haut, oui, mais à l'ouest de la Syrie, sur sa frontière libanaise. Donc votre pays est malheureusement le théâtre... Mais nous ne pourrons pas dire aussi que tous les miliciens sont des islamistes. Non, oui, il y a un pourcentage. Alors c'est ça, il y a des autres qui travaillent contre ces miliciens-là, mais c'est vrai, c'est un peu le chaos maintenant, et c'est le régime qui a, de toute façon, qui a créé ce chaos. Sur le plan militaire, pour comprendre justement comment sont structurés les insurgés, c'est Georges Malbruno dans le Figaro qui avait donné une liste que j'ai trouvée la plus complète des documents que j'ai vus sur ça, qui montre qu'il y a pratiquement une centaine de groupes de combat de 25 combattants
à 1 millier. Voilà. Donc vous avez le garagiste du coin avec ses neveux, etc., qui sont partis en guerre, qui sont débrouillés avec des fusils de chasse, puis après ils ont pris de l'armement sur des soldats loyalistes qu'ils ont tués, ils ont pris de l'armement. C'est des choses très classiques dans l'histoire militaire. Ça s'est passé notamment pour l'armée russe, l'armée soviétique lors de la Deuxième Guerre mondiale, ou le Liban. Donc c'est un petit groupe qui se constitue et qui, alors, à la fois c'est assez désorganisé et en même temps ça pose un problème à l'armée légale parce que ces groupes sont à des endroits où on ne les attend pas, font des opérations coup de poing, se retirent. Jusqu'à des katibas, des compagnies, donc vous avez des sections, des compagnies, des katibas plus importantes, jusqu'à 1 millier d'hommes, un peu plus coordonnés. Et ce qu'on voit, la grande différence depuis quelques semaines et qui explique pourquoi il y a une progression sur Alep, pourquoi il y a une progression sur Damas, même s'il y a un recul aujourd'hui, c'est que vous avez quand même des groupes plus structurés et visiblement des conseillers militaires qui peuvent être qataris, qui peuvent être peut-être américains, je ne sais pas, mais qui sont là et qui structurent beaucoup mieux, des moyens de communication un peu plus peut-être fournis par la France, sans doute fournis par la France, voilà. Mais ça reste quand même une espèce de pulse assez complexe, etc. Et alors, d'après les échos que j'ai, sur le terrain, personne ne veut savoir... Qui est entraîné par la France, vous disiez à l'instant? Non, personne n'est entraîné par la France, mais la France a fourni des moyens de communication. C'est officiel, Laurent Fabius a annoncé il y a déjà plusieurs semaines que la France fournirait des moyens de communication, ce qui est important parce que plus vous avez des groupes épars, plus pour arriver à coordonner quand même un minimum d'action, il faut des moyens de transmission. Le problème que tout ça pose, c'est que l'opposition politique syrienne, qui d'ailleurs a le péché originel pour l'armée syrienne d'avoir prôné dès le début la non-violence, on s'en souvient plus, mais le début de la révolution intellectuelle, c'était une révolution non-violente et ils y tenaient, mais mordicus. Il y a 1 an et demi, donc en mai 2011. Mais jusqu'à il y a quelques mois, on était ici sur le... C'était vraiment une opposition non-violente. Et celle-là est totalement morcelée. Oui, tout à fait. À partir du moment où l'armée commence à enregistrer quelques succès, commence à se structurer, fût-ce par petits morceaux, mais commence à se structurer, ça veut dire que du point de vue de l'opposition au sens global, le pouvoir commence à tourner vers du côté militaire. Si vous donnez le pouvoir du côté militaire, là je vais faire de la science-fiction, je vais faire peur à tout le monde, vous allez, supposons que cette armée libre syrienne gagne, vous allez changer Bachar, vous n'allez pas changer de régime puisque vous aurez un pouvoir militaire à l'arrivée. Quand on entend tout ça, quand même, on se dit que ça va être très difficile pour Bachar el-Assad. Vous disiez jusqu'à 1000 groupes comme ça, non coordonnés, qui attaquent. On voyait dans le reportage quand même beaucoup de rancœur de la part de ces soldats qui disaient c'est un clan minoritaire qui a fait main basse sur le pays. On parlait de 17 000 morts. Comment voulez-vous que Bachar el-Assad retrouve la légitimité et l'autorité même sur ce pays? Il n'a pas besoin de légitimité, il a besoin de maîtriser la sécurité. Il va sortir en tout cas, dans tous les cas, affaibli et terriblement isolé. Or, l'isolement, il en a un peu l'habitude. L'affaiblissement, il n'en a pas l'habitude. Comment va-t-il réagir dans ce cas-là? Là, c'est au psychologue collègue que je pose la question, mais il est certain plus que jamais, il y a moi contre mon frère, moi et mon frère contre mon cousin, mais moi, mon frère et mon cousin contre l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre civile communautaire en Syrie et de plus en plus communautarisée. Alors, il ne faut pas exclure sa mort. Il ne faut pas exclure le fait qu'il soit... Quand on voit comment, si vous voulez, vraiment le centre du pouvoir a pu être touché par un attentat beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on a raconté. Ce n'est pas du tout une mallette ou un kamikaze, etc. C'est un montage très sophistiqué avec des explosifs qui étaient placés à la place, alors au plafond ou sous le siège, mais enfin, en tout cas à la place de chacun des membres. Donc le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Défense, le chargé de la Sécurité, et ils ont tous sauté ensemble au même moment. Donc à mon avis, Bachar el-Assad, il doit se faire un peu des cheveux blancs. Ça prouve qu'il y a des capacités de Il renseignement. pourrait y avoir un attentat comme l'attentat raté d'Hitler, mais qui réussirait là. Exactement. Et ça veut dire aussi, et là c'est certainement un point important, c'est qu'on parle des désertions, les 25 généraux, et vous avez peut-être des généraux qui n'ont pas déserté, mais qui donnent du renseignement, et qui aident peut-être des services spéciaux étrangers à monter ça. Donc, ce sont des opérations clandestines. Je suis tout à fait d'accord. Cet attentat, de toute façon, était... je crois qu'il y avait des instructeurs. On a parlé d'un commando américain turcs qui étaient à la frontière de la Turquie et qui ont infiltré la Syrie par la Turquie. Et bien sûr, ils étaient aidés par des membres de régime même. Et je crois que les prochains jours, nous allons voir ou nous allons
il y aura beaucoup plus des opérations clandestines, surtout que M. Obama adore ces opérations-là. Avec un peu donc des services secrets, des espions, des James Bond. Mais c'est capital pour les Syriens parce que le point qui a été marqué, indépendamment du fait qu'on a tué des personnalités, le point qui a été marqué par les insurgés en l'occurrence, c'est de dire regardez, vous avez peur des mukhabarat, c'est-à-dire des services de renseignement, qui c'est une force énorme en Syrie. Oui. Vous en avez peur, elles sont manipulées par Bachar. Regardez-nous ce qu'on arrive à faire. On arrive à faire la même chose. Nous aussi, on a nos mukhabarat et nous aussi, on est capable de tuer. C'est-à-dire qu'on a réélevé un peu dans l'esprit de certains Syriens, on a réélevé un peu les capacités opérationnelles pures de l'armée syrienne, qui jusque-là, effectivement, on a parlé de ces petits groupes qui se battaient dans les rues. Là, on est un peu au-delà, on est sur une opération extrêmement... Alors, on va aller au sujet quand même. Depuis le début du conflit, il y a près d'1 an et demi, on compte près d'1 million de Syriens qui ont été déplacés. De nombreuses familles quittent aujourd'hui la capitale, Damas, et elles vont se réfugier au Liban, le Liban qui n'est pas très loin, à 42 km. Je vous propose de regarder ce reportage de nos envoyés spéciaux. C'est à Masna, c'est à la frontière libano-syrienne. Ce sont donc Laurent Hirsch et Mathieu Vibo avec Romain Clément. La file des fuyards ne désemplit pas. Au poste frontière de Masna, à l'est du Liban. Pour la plupart, il s'agit d'habitants de Damas et de ses alentours. Des familles qui ont pris la route pour échapper au chaos qui met la capitale à feu et à sang depuis le 15 juillet dernier, début de la bataille pour le contrôle de Damas. La capitale syrienne est à moins d'1 heure de route, à peine 40 km. C'est le chaos là-bas. Je suis de Damas, je suis venu au Liban parce que la crise continue là-bas. La Syrie, c'est terminé pour nous. Premiers à montrer signe d'hospitalité, ces hommes. Ils ne sont pas humanitaires, mais membres du parti politique fondé par le défunt Premier ministre Rafik Hariri. Solidarité spontanée ou campagne masquée, difficile de déceler leurs réels objectifs. Salut, vous arrivez de Damas? C'est comment là-bas? Imagine. Vous êtes les bienvenus, dans n'importe quel centre du courant du futur. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, près de 30 000 Syriens ont quitté leur pays ces dernières 48 heures. Ils disent qu'ils n'ont pas de famille ici. Ils ne connaissent personne au Liban. On va les emmener dans une école où ils peuvent se réfugier. Et on va leur donner ce dont ils ont besoin. Oussama, occupe-toi de cette voiture. Ici à Masna, pour ajouter à la confusion, viennent trouver refuge aussi bien des détracteurs que de fervents partisans du régime de Bachar. Par conviction ou par crainte de représailles, certains réfugiés minimisent les événements en cours de l'autre côté de la frontière. Non. C'est vrai qu'on a 2 ou 3 problèmes, mais tout sera vite réglé. Tout ce que vous entendez dans les médias, c'est complètement faux. Chez nous, c'est calme. On vient ici faire du tourisme. Mais en Syrie, grâce à Dieu, la situation est tranquille, tout va très bien. Le gouvernement libanais, peu loquace sur les événements, refuse toujours de dresser des camps de réfugiés sur son territoire. Khaled tient à montrer une école religieuse sunnite qui, contrairement à la population des environs, a choisi d'ouvrir ses locaux. L'école se situe à moins de 10 km, dans le village de Majalanjar, localité rurale et montagneuse. 60 Syriens environ y ont trouvé refuge. Ici, c'est l'endroit où ils gardent leur nourriture, leurs vêtements. Tout ce qu'ils ont, à vrai dire. Voilà la situation dans toutes les salles de classe. Regardez l'épaisseur de ce matelas. Et aussi la chaleur. Hier, il a fait 43 degrés ici. Rares sont ceux ici qui acceptent de raconter le quotidien de ces derniers jours. L'horreur qui souvent les a fait fuir. Mohamed, 10 ans, orphelin sans frère ni sœur, est l'un des seuls à accepter. Il y a quelques semaines, son père a été tué. Il n'a, dit-il, aujourd'hui plus rien à perdre. Mon père est sorti acheter du gaz. L'armée régulière lui a tiré dessus alors qu'il marchait seul dans la rue. C'est mon cousin qui a récupéré le corps et il l'a ramené chez nous. On l'a mis au frigidaire pendant une journée et après on l'a enterré. Au même moment, il y avait un bombardement proche de nous.
Depuis le début du conflit, il y aurait au total 1 million de déplacés syriens, en Jordanie, en Turquie, en Irak même. Il serait 200 000 au pays du Cèdre. Alors, question Internet. Le peuple adhère-t-il à la cause des rebelles ou est-il avant tout spectateur? Randa Kassis. Adhère, bien sûr, il adhère, mais pas toute la population syrienne. On va aussi dire que oui, une partie de la population. Juste un mot, on a déjà bien montré la complexité, mais pour rajouter un élément de plus, par exemple, la grande bourgeoisie sunnite d'Alep, jusqu'à ces dernières semaines, finançait les deux côtés. Tout à fait. Finançait, donnait de l'argent aussi bien à l'armée syrienne libre qu'aux autorités. Donc vous voyez, alors je pense que ça a peut-être changé avec la bascule d'Alep, mais on est dans des systèmes très compliqués. C'est là où effectivement ça nous demande, à nous occidentaux, de pénétrer dans des univers qui sont très différents, où les relations personnelles, où la religion est un marqueur extrêmement puissant, ce qui n'existe pas en France. Ce qui veut dire qu'on cherche aussi l'ordre et on se fait guère d'illusions sur le caractère démocratique de ceux qui prendront le pouvoir. Mais voilà, il faut se mettre à la place de la population. Si vous voulez, la grande masse de la population, elle est terrorisée, elle a peur, elle se demande ce qui se passe. Il y a des aspirations à la liberté, certainement très puissantes. Mais si vous avez des enfants, Pierre, si vous avez des familles, des femmes, vous payez les deux, c'est une assurance vie que vous prenez pour vous et pour les vôtres aussi. Ce sont des gens qui ne sont pas armés, ce sont des gens qui n'appartiennent à aucun camp, qui ne demandent qu'à... c'est le cas malheureusement de toutes les guerres civiles. En réalité, la population n'a pas adhéré ou pas, elle est otage. Oui. Elle est otage de la situation et elle paie la rançon parfois des deux côtés pour être... voilà. On a pu mesurer quand même le degré de peur certainement de ces gens-là, puisqu'on le voyait dans le reportage, alors qu'ils fuient chez eux, ils disent non mais tout se passe très bien chez nous. Randa Kassis, ça vous étonne pas? Non, ça ne m'étonne pas parce qu'ils croient qu'ils sont surveillés, ils sont menacés, ils peuvent pas le dire. Mais c'est ça aussi, ils peuvent pas le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils cherchent la sécurité de la Syrie, le retour à la vie normale, c'est ça ce qu'ils cherchent. Et ce n'est pas parce que c'est pour ça qu'ils gardent la silence, c'est pas pour soutenir Assad, mais c'est pour retourner à la vie normale, et ce qui est tout à fait normal. Ils se sentent surveillés, non mais de façon soviétique, un peu attendez, le nombre de services... c'est l'un des rares pays, je suis allé en Syrie il y a quelques années, c'est l'un des pays où j'ai eu le plus le sentiment d'être sous surveillance. Je suis allé à Alep, à Damas, etc. Mais c'était incroyable parce que c'était très visible. Vous aviez des accompagnateurs tout le temps. Et puis un peu un méli-mélo, parce que le problème c'est le fait de superposer, parce que vous avez les services secrets qui surveillent l'autre service secret, etc. Enfin bon, un empilement, c'est pas toujours très très efficace. Mais effectivement, c'est un pays dans lequel je comprends que la population se sente sous surveillance, fasse très attention, en disant si mon image apparaît en dénonçant le régime, ça peut être identifié. Donc il y a une peur, vous avez raison, c'est un peu le système soviétique, dont on sait aujourd'hui que les systèmes d'écoute étaient inefficaces, parce qu'il y en avait trop, parce qu'il y avait trop de services, etc. Oui, mais le système d'archivage était efficace, c'est ça qui leur fait peur. C'est que si jamais le système tombe, on retrouvera les archives. Ah oui, c'est ça, parce que c'est sûr. Alors je parle sous contrôle de Pierre, qui connaît la question bien mieux que moi, mais la Stasi, le KGB, le système d'information pure était parfois un peu complexe, parce que trop d'informations arrivaient, que dans ces cas-là, c'est difficile de trier. En revanche, tout est conservé. Et c'est ça qui fait peur à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils savent que le système d'archivage est bien fait. Et le nombre des services, il y a 5 services. Il y a tout d'abord le service de l'armée de l'air, qui lui est le plus important. Qui s'occupe de l'arme chimique, notamment. Qui surveille tout ce qui est délicat. Mais à côté, il y a aussi les services secrets de l'armée. Puis ensuite, l'Amn Daouli, c'est-à-dire la sécurité nationale, puis la sûreté générale, puis la sûreté politique, la sécurité politique, Amnesty. Donc tout cela s'entremêle. Mais bien entendu, ils ont le syndrome des mukhabarat. Sans compter les services propres à Bachar el-Assad qu'il a monté lui-même pour sa propre... Oui, on n'en finit plus. Ils sont issus de l'école de l'armée de l'air, l'armée du père. C'est le père. C'est le père, bien entendu. Le père était un gradé de l'armée de l'air. Et à partir de là, ils ont le syndrome des mukhabarat, ce qui est tout à fait normal. Et ils ont peur. Ils ont peur. Pardonnez-moi de vous citer un exemple personnel. Quand je suis arrivé en France, 4 mois après avoir été enlevé et torturé, j'ai passé 6 mois à marcher dans la rue Bayard et place François Ier en regardant derrière moi. En revenant d'où? Du Liban. En arrivant du Liban en France, j'avais le syndrome. Je regardais derrière moi si on me suivait. Si on ne me suivait pas, en rentrant chez moi, je faisais 2 fois le tour avant de monter chez moi. Il y a le syndrome.
Mais vous venez du Liban, ça avait à voir avec les Syriens? Ça allait avoir, les Syriens contrôlaient tout. Contrôlaient le Liban à l'époque. Mais il n'y avait pas un cheveu qui se déplaçait sans que les Syriens soient au courant. C'était le FPLP qui a livré d'ailleurs tous ces prisonniers à la Syrie, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a ce syndrome chez celui qui a peur. Ce syndrome des Mukhabarat. Pierre Servan, et on va un dernier mot aussi par rapport à l'horreur de la répression, parce que ce qui est terrible, c'est vraiment les milices, la façon, je dirais, il y a non seulement les combats, mais il y a les exécutions, il y a la mise en scène de la mort, et malheureusement, parce que, comme Antoine, je te connais moins bien le Liban, mais je suis allé aussi au Liban pendant la guerre du Liban dans les années 80, enfin, toute cette région est malheureusement habituée à un degré de mort, de répression. Le Liban, ça a été épouvantable, y compris entre communautés. Et donc, il y a non pas une acceptation, mais une espèce de, je ne vais pas dire une habitude non plus, mais je veux dire, ça fait partie du paysage. Nous, heureusement, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable. Malheureusement, dans cette région du monde, ce type, puis surtout cette mise en scène de la mort, et le fait de frapper aussi bien les enfants, les femmes, etc., c'est absolument abominable. Et malheureusement, ça fait partie du paysage. Allez, on passe tout de suite aux questions SMS et Internet. Le régime syrien ne prend-il pas la population en otage en menaçant d'utiliser ses armes chimiques en cas d'intervention étrangère? Écoutez, oui, bien entendu, mais les autres, enfin les insurgés aussi prennent en otage quelque part les populations. Je ne veux pas défendre les uns ni les autres, je dis simplement que la guerre civile est une sale guerre, il n'y a pas de guerre propre. C'est une guerre sale. Mais les armes chimiques, elles sont d'un côté, elles ne sont pas de l'autre. Bien entendu, et vous avez parfaitement raison, les armes chimiques sont des armes de dissuasion, mais également une prise en otage, bien entendu. Et à partir de là, vous vous étonnez que les gens aient peur, mais bien entendu, tout le monde a peur. Pierre Servan, n'y a-t-il pas un danger planétaire si l'arsenal chimique syrien tombe entre les mains d'Al-Qaïda? Oui, alors... oui, tout à fait. Enfin, planétaire, je n'irai pas jusque-là, mais il y a un vrai danger régional et au-delà. À ce régional, que ça tombe. Ça peut pas voyager en Europe et ailleurs? Alors, faut dire que si vous voulez, il faut voir comment ce sont des obus chimiques, sont des armes. C'est pas des bombinettes, c'est pas un truc, un aérosol chimique. Hein, c'est quand même de l'armement. Il faut savoir qu'en général, dans ce type de munitions chimiques, l'arme en elle-même n'est pas dangereuse avant qu'il y ait une combinaison qui se fasse entre plusieurs gaz dans l'obus au moment, si vous voulez, de la mise en œuvre. Donc c'est pas un truc qui se trimballe comme ça et qui se balance n'importe comment. Néanmoins, ce sont des armes extrêmement dangereuses. La crainte, surtout notamment des Israéliens, c'est l'arrivée de ce type d'armement sur le Hezbollah, qui par ailleurs est équipé de matériel assez sophistiqué, qui leur permettrait de mettre en œuvre, alors pour le coup, des missiles avec un contenu chimique. Donc ça, c'est la véritable crainte. Après, si vous voulez, la dissémination, c'est vrai qu'on a toujours peur de ce qu'on appelle les bombes sales, nucléaires ou chimiques, qu'on pourrait répandre en Europe. C'est un peu plus compliqué à manipuler. Quelle forme prendrait une intervention israélo-américaine visant les armes chimiques? Est-ce qu'en annonçant qu'ils pourraient les utiliser en cas d'intervention étrangère, eh bien, les Syriens, Bachar el-Assad ne va pas finalement la provoquer, cette intervention étrangère? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez notamment des membres des forces spéciales américaines, peut-être pas qu'elles, qui sont en Jordanie et qui sont peut-être en Syrie à pister ces matériels-là. Et il faut se rappeler que les Israéliens, en 2007, avaient frappé un site nucléaire qui avait été fourni par les Nord-Coréens et l'avaient détruit. Sans réplique, etc. Donc, à mon avis, s'il y a un doute, une menace sur le transit de stock d'armes chimiques ou un risque de mise en œuvre, là, pour le coup, il y aura une frappe instantanée. Une légère précision très rapide, si les Israéliens, avec les Américains ou les Martiens, se mettent à taper sur la Syrie, on a Bachar pour encore quelques années derrière. Si vous voulez souder le peuple syrien... Faites-le comme ça. Ah oui, le nationalisme syrien. À mon avis, je pense qu'il sera détruit en même temps. Question un tout petit peu plus people. Que devient Asma el-Assad? Est-elle toujours en Syrie? Elle fait ses courses. Oui, elle est toujours, voilà. Elle joue de tennis. On a dit qu'elle était à Moscou à un moment. Elle fait ses courses, elle a quelques pseudos, elle fait ses courses sur Internet, ça a été révélé, il y a quelques temps. Mais ça, c'est vieux, mais on a dit récemment qu'elle était partie à Moscou. Non, elle est toujours en Syrie. Bon, la boutique Vuitton est un peu fermée à Moscou. Quel est le rôle de Maher el-Assad? Pourrait-il remplacer Bachar? Donc Maher, c'est le cousin
Ah, c'est le frère, non, mais ça, il est le bien détesté. Alors, non, je ne crois pas qu'il y a un risque. Ne pourra pas présider Maher al-Assad. Même il est détesté partout, même par le premier clan, le clan noyau. Il est le frère, et il est en charge voilà, il est en charge de 4e division et la garde républicaine. La garde républicaine, 3e, 4e division et la garde républicaine. C'est quelqu'un qui joue le rôle qu'a joué Rafat al-Assad. Celui qui est responsable, qui était opérateur, exécuteur du massacre de Hama en 82, qui joue ce rôle-là auprès de son frère Bachar. C'est lui le dernier rempart du régime. C'est lui, en tout cas aujourd'hui, le seul patron de l'appareil sécuritaire du régime. Quelles sont les chances de capture d'Al-Assad? Bah oui, c'est-à-dire il faut ou il y aurait une opération clandestine contre lui, ou il sera assassiné par un des membres du régime alaouite. Un chiffre, Pierre Servan. Combien de temps il va rester capturé, quoi? Je suis d'accord avec ça. Combien de temps il va rester capturé? Un chiffre de pourcentage de chance de capture de Bachar el-Assad. Capture, non, moi je pense que ça... Soit il se fait exfiltrer après une négociation par les Russes, etc., soit ça se terminera très mal pour lui, un peu comme Kadhafi. Justement, Al-Assad finira-t-il comme Kadhafi? C'est plutôt l'option sur laquelle je ne vais pas dire miser, parce que ce n'est pas une course, hein, mais je pense que compte tenu de sa psychologie, du type d'enfermement, et compte tenu de la capacité de pénétration du cœur du dispositif par certains services, par certaines personnes, je pense qu'il risque d'avoir des lendemains difficiles. À moins que ce soit l'appareil lui-même qui s'en débarrasse. Qu'arrivera-t-il aux chrétiens orthodoxes si le pouvoir syrien tombe? L'Union européenne s'en préoccupe-t-elle? Les chrétiens, ils représentent 10% de la population, 13%. Donc ça fait un bon million. Plus que ça. 1,5 million de Syriaques, il y a plusieurs. À peu près 1,5 million, entre 1,3 million et 1,5 million. Alors, il y a le siège de tous les patriarcats en plus qui sont là-bas. Qu'arrivera-t-il? C'est à nous de travailler. Alors voilà, c'est ça le projet. Et notre projet à nous, nous travaillons pour créer un bloc des minorités kurdes, alaouites, chrétiens et druzes et autres face au danger islamique. C'est ça, voilà. C'est à nous nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de parler avec plusieurs dirigeants, bien sûr qui ont de l'influence sur leur communauté, et c'est à voir. Voilà, c'est ça ce que je peux dire. C'est vrai que vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais les exemples d'autres évolutions, le printemps arabe, à chaque fois, ça a débouché malheureusement jusqu'à présent. Malheureusement, oui, mais peut-être ne sera pas le cas de la Syrie, puisque nous avons 35% de la population qui, en fait, ils forment des minorités ethniques et religieuses. Plus, on pourra aussi attirer les sunnites laïcs. L'exemple libanais est un exemple à suivre pour vous, Syria? Comment? L'exemple libanais. Non. Je préfère pas. La partition est sur le terrain au Liban. Chacun vit chez soi. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous traversez 3 pays. Et il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, chacun a constitué son territoire. Qui tient le krach des chevaliers? Dans quel état est-il? Il est un pays alaouite. Il va bien. C'est quoi le krach des chevaliers exactement? C'est une forteresse croisée. Pardon? C'est une forteresse croisée, c'est un château. C'est la plus grande forteresse croisée avec l'autre krach de Markab, toujours dans la même région. Qui surplombe la vallée de Homs. Et militairement, ça a été très dur à prendre, et ça n'aurait jamais dû être pris si jamais par les Baïbars, si jamais les croisés ne s'étaient pas eux-mêmes confrontés entre eux. Vu son inefficacité, un embargo n'est-il pas une façon de dire « nous ne ferons rien » L'embargo européen, bien sûr. Si c'est l'embargo ou rien faire, vaut mieux l'embargo quand même. Ensuite, il y a le message, indépendamment du côté opérationnel, stratégique, efficacité de l'embargo, il y a aussi le message politique qui est donné, qui est capital, important. Le monde est tout petit et les Syriens sont très au courant de ce qui se passe ici, ou de ce que dit l'Europe, et ils ont besoin, soit pour les uns de se sentir soutenus, soit pour les autres d'avoir un ennemi l'un dans l'autre. Non, l'embargo reste une mesure. L'Union européenne ne sait-elle pas que la Russie a besoin d'un port en Méditerranée et que la Syrie est un bon client?
L'Union européenne, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est vrai. Alors, les motivations de la Russie. Antoine est trop sévère, là. Non, mais c'est vrai. Il y a plusieurs éléments pour la Russie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de Russes qui sont mariés à des Syriens ou à des Syriennes. Il y a une implication russe qui va au-delà des intérêts économiques. En même temps, c'est vrai que c'est le dernier pion russe dans une zone où la Russie les a tous perdus. Il y a le port de Tartous qui est un port important pour la Russie. Et il y a des intérêts financiers parce que c'est un bon client sur le plan de l'armement et que les Russes ont une dragée en travers de la gorge, c'est la Libye et la perte des marchés. Parce qu'en plus, l'opération en Libye est arrivée quelque temps avant la réalisation de contrats d'armement très importants entre la Russie et Tripoli. Donc, qui ont été annulés. Du coup. Voilà, qui ont été annulés. Donc, pour toutes ces raisons, ils n'ont pas envie de lâcher. En même temps, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Et donc, je veux dire, si Bachar el-Assad dérive vers une folie autodestructrice, là, pour le coup, je pense que les Russes ne suivront pas la mise. Le Qatar et l'Arabie saoudite sont-ils les grands gagnants des changements en cours dans le monde arabe et en Afrique? À court terme, oui. C'est une victoire à la Pyrrhus pour le Qatar et l'Arabie saoudite. Le Qatar, c'est 200 000 personnes qu'on peut un peu manipuler comme on veut avec l'émir. L'Arabie saoudite, c'est 25 millions de personnes, donc c'est plus grave. L'Arabie saoudite a essayé d'intervenir au Yémen en 2009 pour tirer sur les chiites, la tribu des Houthis. Ils n'ont pas pu les déloger de leur montagne. L'Arabie saoudite a un vrai problème salafiste à l'intérieur même du pays. L'Arabie saoudite n'est pas sans menace. Et le problème de l'Arabie saoudite, c'est par rapport à la Syrie, là, si elle gagne là, oui. Une révolution, ça s'exporte. Et l'envie de liberté, le romantisme de la révolution, si ça leur revient dessus, je crains que le royaume wahhabite se sente un peu mal. Exact. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 22h15. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. D'ici là, bonne soirée et à demain. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.